qui sont, si vous voulez, en but immédiatement à des malfrats, à des cambrioleurs, à des voleurs, etc. Peut-être même à pire que ça, à des violeurs aussi. C'est pas du tout la même chose. Et donc, je pense que là, Renault est un peu emporté par son enthousiasme et va un peu loin. C'est pas la même chose, si vous voulez, que des grèves de train. Mais pour aller quand même dans le sens, en revanche, de l'indignation d'une partie de nos auditeurs vis-à-vis des surenchères, du jusqu'au-boutisme, du maximalisme de certaines organisations syndicales, je pense qu'en plus on passe à côté du vrai sujet. Moi, je ne suis pas spécialement arc-bouté, vous l'avez compris, sur le maintien des avantages acquis des différentes catégories professionnelles, dont, et Renault a raison de dire, dont les conditions de travail, au fil des ans, se sont considérablement améliorées. J'en fais pas, si vous voulez, par principe, un sujet de bataille civique ou politique. En revanche, ce qui me paraît très grave, c'est qu'on est en train de casser la SNCF comme service public généraliste et universel. Donc ils font grève, on ne remet pas en cause leur statut actuel. Ils font grève pour qu'on n'embauche pas les nouveaux avec le même statut. Mais on est en train de casser, et ce n'est pas spécialement Macron, c'est les gouvernements successifs, remettre en cause ce service public universel. Et je pense notamment, c'est très grave en fait, et c'est le vrai sujet, à la suppression des lignes secondaires dans les fameuses régions qu'on appelle celles de la France périphérique. Or, ça veut dire que les gens ont double peine. Non seulement ils sont isolés géographiquement, et maintenant ils pourront même plus prendre le train. Adélaïde Zulfikar-Pasik, est-ce que vous pensez que l'opinion peut se retourner? Vous disiez, elle est plutôt favorable à cette réforme. Alors tout le monde fait allusion, parce que c'est une grève qui a marqué les Français, à ce grand mouvement de 1995, où finalement les Français, disait-on, avaient fait grève par procuration et avaient soutenu les cheminots contre la réforme à l'époque de le régime spécial par Alain Juppé. Est-ce que vous pensez que l'opinion a changé ou qu'aujourd'hui elle est durablement favorable à la réforme ou que c'est très fragile? Non, je pense que c'est fragile parce que justement il y a cette notion de service public qui à mon avis est au cœur de la mobilisation et elle peut jouer dans les deux sens. De deux choses l'une, soit parce qu'il y a cette grève perlée qui dure pendant plusieurs mois, les usagers en tant qu'usagers d'un service public auquel ils ont le droit sont énervés, agacés et finalement sont de plus en plus hostiles au mouvement de grève et ne soutiennent plus les cheminots, soit au contraire, et c'est l'autre enjeu, je pense que c'est là-dessus que les choses peuvent se renverser, soit les cheminots, les syndicats arrivent à faire cristalliser le mouvement autour de ce que sont aujourd'hui les préoccupations des Français par rapport à cette grève, et ça on le voit très nettement dans les études qualitatives, c'est pas du tout la question du statut qui inquiète, c'est effectivement la question de, on retrouve des expressions comme peur de la casse des services publics, remise en cause des acquis sociaux, et puis cette peur de cette inquiétude qui est nourrie d'un président qui ne s'adresserait qu'à une partie de la France et qui laisserait, même si effectivement le gouvernement a un petit peu infléchi son discours sur la question des petites lignes, il n'empêche que ça crée une inquiétude. Et si les syndicats arrivent à mobiliser les Français sur cette crainte d'une France à deux vitesses et d'une partie de la population qui est laissée pour compte et qui perd en plus son service public, alors l'opinion pourrait adhérer au mouvement dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup. Le dernier mot reste à nos internautes, à Bernadette qui nous dit « cette grève est une honte », au moins voilà qui est clair, à Jean-François qui nous dit « c'est scandaleux, nous payons ce service et nous en faisons les frais une fois de plus par la grève », tandis que One Shout sur le Figaro.fr nous dit « le statut des cheminots, c'est le dernier baroud d'honneur des syndicalistes ». Quelque chose me dit qu'on va reparler de ce sujet avant pas longtemps. Peut-être un dernier regard sur vos votes sur Twitter. Oui, vous êtes toujours 2/3 à considérer que les syndicats abusent de la grève. On reparlera demain de ce sujet sur Figaro Live avec une émission spéciale des décrypteurs consacrée à la grève. Quant à nous passons à un autre sujet, aux Kurdes. Vous savez que les Turcs ont déclenché une offensive très importante, franchissant la frontière, arrivant en Syrie. Les Kurdes ont subi un certain nombre de défaites militaires, en particulier avec la ville d'Afrin, qui est une ville kurde au nord-ouest de la Syrie, qui a été conquise par les Turcs. Et nous, avons-nous une responsabilité là-dedans? Les Kurdes ont aidé les Occidentaux dans la lutte contre l'État islamique. Est-ce qu'on les a abandonnés? Écoutez ce qu'en pense Jean-Christophe Lagarde. Il n'est pas seulement président de l'UDI, c'est aussi le président du groupe d'études parlementaires sur la question kurde. La France, elle a utilisé, comme les États-Unis d'ailleurs, les Kurdes quand il s'agissait de combattre Daesh, nos ennemis qui nous combattaient. On les a équipés, insuffisamment, mais on les a équipés. Et aujourd'hui, la Turquie les massacre, sous de mauvais prétextes, sous de faux prétextes, simplement pour régler une question de politique intérieure et de difficultés intérieures. Les Turcs, ils sont censés être nos alliés, ils sont dans l'OTAN. Et aujourd'hui, ces pseudo-alliés massacrent nos alliés.
Et ça pose de problème à personne. Et personne ne dit rien. Renaud Girard, vous êtes allé de nombreuses fois dans cette région que vous connaissez bien pour avoir couvert plusieurs conflits pour le Figaro. Est-ce que c'est l'affaire des Kurdes et des Turcs? Est-ce que nous, vraiment, on devrait prendre parti là-dedans? On devrait prendre parti parce qu'effectivement, nous avons utilisé les Kurdes, en fait, pour battre, pour défaire l'État islamique qui lui-même était venu nous faire la guerre chez nous. Par le terrorisme. Par le terrorisme, le Bataclan, etc. Et ces Kurdes, qu'ils soient les Kurdes de Syrie ou que ce soit les Kurdes d'Irak, ont montré une tolérance, ont montré aussi qu'ils respectaient la dignité de la femme, et une tolérance aux autres religions. Ce sont des sunnites et des musulmans pour la plupart, mais ils sont tolérants et ils sont farouchement opposés à l'État islamique et nous avons pu compter sur eux. Et c'est assez gênant de voir le régime frères musulmans, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, le régime frères musulmans d'Erdogan, qui pour... Erdogan, le chef de l'État turc. Oui, chef de l'État turc, qui pour des raisons de politique intérieure, parce qu'il fait une alliance avec les supernationalistes turcs pour avoir une majorité électorale confortable, c'est tout à fait regrettable de voir ce spectacle. Alors, en plus, vous l'avez dit, la Turquie est membre de l'OTAN, c'est un allié, et les Américains sont en fait entre deux fers, parce qu'ils ont cet allié turc qui est assez embarrassant, et puis ils ont beaucoup soutenu militairement les Kurdes. Il y a d'ailleurs, aujourd'hui encore, des forces spéciales américaines, à peu près 2000 hommes, auprès des Kurdes du nord de la Syrie. Alors les Turcs invoquent le fait que ces Kurdes de Syrie seraient proches du PKK, c'est-à-dire un parti kurde de Turquie, très progressiste, que les Turcs disent être des terroristes. La réalité est qu'en fait, Erdogan avait fait une trêve, la paix, en fait, en 2013 avec ces militants du PKK, et qu'il l'a rompu en 2015 pour des raisons essentiellement nationalistes et électoralistes. Je pense que ça va être très difficile de faire un État kurde, parce que ces Kurdes sont sur plusieurs pays. Ils sont sur 4 pays, et les 4 pays ne veulent pas qu'il y ait un État kurde. La Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Mais en revanche, on peut très bien considérer des régions autonomes, sans détruire les pays, les États existants, des régions autonomes. Notamment, il y en a une déjà qui fonctionne bien au nord de l'Irak, au l'est de l'Irak, nord-est de l'Irak, qui fonctionne bien, c'est la région autonome kurde. Et on pourrait très bien imaginer que ce qu'on appelle le Rojava, c'est-à-dire cette bande, n'est-ce pas, au sud de la Turquie, au nord de la Syrie, eh bien, soit une bande autonome turque. Nous avons imprudemment, en 2013, c'était Hollande, financé les rebelles. On disait à l'époque les rebelles modérés, mais en fait c'était faux. En fait, les armes se sont retrouvées tout de suite aux mains des islamistes en 2013. Ça, c'était en Syrie. En Syrie. Et si vous voulez, il y a eu aussi un deux poids, deux mesures, je trouve, de l'Occident. Nous avons, sans doute à raison, beaucoup condamné les bombardements de Bachar el-Assad sur la Ghouta. La Ghouta, ce sont les oasis là, à l'est de Damas, où il y a une rébellion très ancienne contre le régime de Bachar el-Assad. Mais nous n'avons rien dit sur Afrin, où en fait les Turcs utilisent exactement la même violence, les mêmes méthodes militaires que les Syriens ou que les Russes. Guillaume de Monjou. Mais vous savez pourquoi on n'a rien dit? Il y a eu d'abord une négociation, visiblement, en tout cas, moi j'ai entendu dire que le photographe qui était chargé d'envoyer des photos d'Afrin, de ces bombardements qui ont commencé il y a 2 mois. Afrin, donc c'est la ville syrienne, oui, voilà, tenue par les Kurdes et aujourd'hui conquise par les Turcs. Attaquée par les Turcs. Et Ankara a dit, écoutez, si très bien, si vous envoyez ces images, sur le fil de l'AFP international, nous, on retire votre correspondant à Istanbul et à Ankara. Donc il y a eu cette espèce de désir de travailler un peu dans le noir, de surtout que ça ne se voit pas, et 250 000 Kurdes comme ça sur les routes, des civils, qui quand même... à qui on avait donné notre parole, quelque part. C'est nos alliés, c'est nos amis. On les a armés pour qu'ils nous, comme vous disiez, qu'ils défassent Daesh là. Je trouve que dans une région où la parole donnée est quelque chose de sacré,
Je veux dire, c'est encore une façon qu'a l'Occident de se décrédibiliser. Et malheureusement, les Kurdes, ils ont quelques choses. Ils ont un mauvais discernement sur les alliés qu'ils choisissaient. Là, ils ont choisi les Américains, donc ça, c'était un mauvais coup. Ils auraient dû choisir les Russes. À mon avis, là, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Donc, en choisissant les Américains, en croyant à la parole donnée des Américains qui allaient les armer et qui, en échange, probablement promettaient de les protéger de cet immense voisin turc, expansionniste et complètement paranoïaque, disons-le, eh bien, ils ont choisi le mauvais cheval. Et malheureusement, les Américains, il n'y a plus personne au bout du fil. Là, c'est fini. Vous nous donnez votre avis sur Twitter. Nous proposons de voter pour cette question. Avons-nous abandonné les Kurdes? Vous êtes 82% à considérer que oui. Vos commentaires aussi arrivent sur Twitter et sur le Figaro.fr. Patricia nous dit « La France et toute l'Europe ont abandonné les Kurdes et en étant membre de l'OTAN, nous sommes coupables », tandis que One Shout, encore lui, sur le Figaro.fr, nous dit « Les Kurdes seront une nouvelle cicatrice pour la France. Comment les alliés pourront-ils nous faire confiance ?» Alexis Lacroix, est-ce qu'il faut qu'on revoie cette alliance que nous avons avec les Turcs dans l'OTAN, quand on voit comment ils se comportent? Moi, je ne dirais pas forcément jusque-là. Je sais que c'est une position qui est avancée par certains. Ça ne me paraît pas être forcément l'urgence absolue. L'urgence absolue, c'est de savoir qui sont nos ennemis. Et effectivement, la Turquie de M. Erdogan, je suis entièrement d'accord avec Renaud, c'est un régime islamiste, c'est proche des frères musulmans, et ils ont décidé en quelque sorte, de faire une guerre à outrance à l'Occident. Car ne nous y trompons pas, au travers des Kurdes, notamment des Kurdes irakiens, et de leur abandon programmé depuis septembre dernier, c'est en fait l'Occident qui est visé et qui se retrouve en première ligne. Donc maintenant, est-ce qu'il faut punir M. Erdogan en le faisant sortir de l'OTAN? Oui, bien sûr, c'est une position qui est énoncée par certains, mais je crois surtout que l'urgence, c'est de désigner les ennemis. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec presque tout ce qui a été dit, sauf peut-être avec Guillaume quand elle suggère que les Kurdes eussent dû se tourner vers les Russes, car les Russes sont aussi malheureusement dans le camp de nos ennemis. Il faut dire les choses clairement, dans cette affaire kurde, les masques tombent. D'ailleurs, il va y avoir un livre bientôt de Bernard-Henri Lévy sur ce sujet, qui le montre clairement. Lui, il a suivi, comme Renaud, de très près les événements, notamment à Erbil et dans la région. Et c'est vrai que les Russes portent également une responsabilité très très lourde dans cet abandon des Kurdes. Ils ont manigancé contre les Kurdes, donc je pense que malheureusement, c'était à la France d'y aller. Mais il n'est peut-être, justement, sur ce sujet-là, Guillaume, il n'est peut-être pas trop tard. Et j'entendais ce que disait Renaud, son analyse est impeccable, mais peut-être que la France, et donc c'est à Macron, la balle est dans le camp de Macron, peut-être que la France peut encore faire quelque chose pour que le sort des Kurdes ne soit pas scellé dans le délaissement définitif. Oui, sauf Adélaïde Zulfikar-Passi, que ce sont des sujets qui sont probablement très compliqués à comprendre pour l'opinion, et qu'on sent peut-être une tendance, enfin, si vous allez confirmer ou non, à une forme de prudence, voire de méfiance de l'opinion française vis-à-vis de tout ce qui pourrait ressembler à une intervention extérieure, après ce qu'on a vu, et avec un bilan assez malheureux en Libye ou même en Irak. Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, quand on s'est posé un peu les mêmes questions sur comment est-ce que les Français considéraient ce qui se passe à la Ghouta en ce moment, on a vu qu'il y avait une forme de... un peu de ras-le-bol, mais un ras-le-bol qui était lié à une difficulté à décrypter effectivement ce qui se passait, les tenants aboutissants, la réalité d'un conflit qui a plusieurs acteurs et qui est compliqué à comprendre. Dans le cas présent des Kurdes, le chiffre que vous avez cité du sondage que vous faites auprès des personnes qui nous suivent, il est assez proche de ce que nous on voit dans nos études qualitatives, notamment on a une communauté citoyenne où il y a un sentiment quand même assez consensuel qu'on a abandonné les Kurdes. Et sur quoi est fondé ce sentiment, je pense? Il ne faut pas perdre de vue que, certes, les Français sont assez peu tournés vers les questions internationales. En revanche, il y a une préoccupation qui est très forte pour eux, qui est la question du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme. Et une chose qui a été assez claire pour eux, à mon sens, malgré la complexité de la situation, c'est que, effectivement, dans la guerre menée contre Daesh, les Kurdes étaient nos alliés, et ce faisant, on abandonne une partie de nos alliés dans un combat qui est une priorité pour les Français. Donc je ne suis pas sûre que, pour le coup, je ne suis pas sûre que ce soit si compliqué pour les Français de prendre position sur ce sujet-là. Parce qu'eux sont nos alliés, clairement, et donc ça permet de les identifier. Ouais. Ouais. Renaud Gérard, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On ne peut pas intervenir militairement pour arrêter les Turcs. Est-ce qu'on peut prendre des sanctions contre eux? En même temps, on a besoin d'eux parce qu'ils bloquent l'Europe pour éviter qu'il y ait trop de migrants qui rentrent par l'Est et par l'Asie. On peut faire quoi concrètement? On peut armer davantage les Kurdes, si vous voulez. On a des forces spéciales, on a des services secrets extérieurs. Et puis, on peut avoir aussi une pression diplomatique. Mais aujourd'hui, cette pression diplomatique est plus difficile à obtenir
parce que la politique américaine est très difficile à comprendre, à déchiffrer, puisque en fait, le président Trump est en train de se séparer de tous ses adjoints, notamment ses adjoints qui s'occupaient de ces questions-là. Je pense au général McMaster qui est parti ou qui doit partir. C'était le chef du Conseil national de sécurité. Voilà, je vais postuler pour être là-bas. Je ne sais pas combien de temps je durerai avec notre ami Trump. Mais donc c'est très difficile pour les alliés. Madame May, l'anglaise, elle a autre chose, d'autres chats à fouetter. Le Brexit, elle ne sait pas comment gérer ce dossier, où aller, ou comment proposer ce chemin aux Britanniques. Elle se raccroche à d'autres événements moins importants, me semble-t-il. Et donc, les Français sont un peu seuls. Et c'est ça, à mon avis, la difficulté. Mais si vous aviez une vraie politique conjointe franco-américaine, avec ce qu'on peut faire, parce que l'armée turque, si vous voulez, c'est pas une armée mirifique. Elle a d'ailleurs, lors de son sa expédition précédente contre les Kurdes, elle s'est un peu embourbée. Et c'est une armée qui a été purgée après le coup d'État du 15 juillet 2015 de ces éléments dits gulenistes. Donc, en fait, ça ne serait pas très difficile de la contenir, puisque les Peshmerga savent se battre, surtout ceux du Rojava, avec davantage d'aide, je dirais, discrète ou secrète. Et là, je crois que les Turcs comprendraient assez vite le message en leur disant, écoutez, nous vous soutenons sur le thème de l'intégrité territoriale de la Turquie et nous n'allons jamais soutenir l'explosion ou l'éclatement de la Turquie. Mais s'il vous plaît, restez dans vos frontières. J'espère que nous avons répondu à votre question. Olivier, puisque vous nous demandiez quel comportement doit donc avoir la France avec la Turquie. Et sur ce sujet, on laisse le dernier mot à Nicole sur Facebook. Quand donc l'Europe et la France en particulier arrêteront-ils de plier devant la Turquie d'Erdogan? Nous revenons en France pour un événement qui est passé relativement inaperçu dimanche dernier, même s'il y a eu quelques tweets, comme par exemple celui de la députée Valérie Boyer. 80 personnes ont investi, envahi, ont pénétré. Vous